On est calme, on est zen, on est relax, car il y a toujours des bonnes nouvelles dans le journal des bonnes nouvelles. Et en plus, je suis classe aujourd'hui. Environnement. Alors, environnement, juste en fait adjacent au parc national de Zion, ça c'est au sud-ouest de l'Utah, aux États-Unis. The Nature The Nature Conservatory, avec mon accent toujours irréprochable. C'est une des organisations en fait à but non lucratif qui est dédiée à la protection des animaux, des plantes, des terres, en fait de l'environnement pas mal dans son ensemble, a acheté pas moins de 400 hectares de terre, incluant évidemment, bah évidemment, toi tu le sais pas, moi je le sais, j'ai fait des recherches là-dessus, donc peut-être pas évidemment, mais incluant The Virgin River, donc ça c'est une rivière hein, naturellement, si tu es un petit peu meilleur en anglais que moi, qui s'étend sur une distance d'à peu près 4 km. Alors, ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est évidemment vis-à-vis de la protection de l'environnement. The Virgin River abrite pas moins de 40 espèces qui seraient en voie de disparition, dont 12 d'entre elles qui seraient carrément en voie d'extinction. Donc, on a vraiment comment dire, un effort de cette organisation-là, protection de la terre, protection de l'environnement, qui sont des choses que je trouve toujours très très bien et voilà, je trouve ça très grandiose, très bien de leur part. Grandiose, c'est peut-être un terme un peu énorme, mais c'est vachement bien ce qu'ils font. Selon l'organisation, évidemment, c'est une grande victoire puisque notamment ils reviennent sur le parc Yosemite, hein, par exemple, mais il y en a d'autres aussi aux États-Unis qui connaissent des problèmes, même si tu vois et que tu vas dans le parc et que tu vois que c'est une étendue de nature gigantesque. Il y a quand même des problèmes de disparition comme ça de plantes et de végétaux et d'animaux dû à la seule présence de l'être humain. En fait, depuis que The Virgin River d'ailleurs est protégée, il y a des oiseaux migrateurs qui sont revenus et qui ont participé un petit peu à la symbiose comme ça de l'environnement, de l'écosystème. Ils créent une sorte d'équilibre. Le fait qu'ils reviennent, ça crée un équilibre. Je ne suis pas un biologiste ou un spécialiste de l'environnement, mais ça crée un équilibre. Ce qui n'est plus le cas par exemple dans le parc Yosemite parce que certains animaux, comme par exemple les oiseaux migrateurs, ont peur de la présence de l'être humain et donc ça débalance l'écosystème. Ça va sans dire aussi que évidemment l'être humain prend beaucoup de place, hein, c'est toujours pareil, hein, dans le parc Yosemite tu peux camper, il y a des randonnées, bon voilà, c'est pas tout le monde non plus qui pollue pas ou qui crie pas ou qui est pas comment dire respectueux des lieux. Donc je trouvais que c'était une très bonne nouvelle. C'est sûr qu'il faut toujours faire attention à son environnement, il faut toujours faire attention, c'est comme chez nous, comme quand on est à la maison, hein, on ne jette pas ses détritus par terre un petit peu partout et on fait toujours attention à nos voisins, on ne crie pas comme des fous, donc c'est un petit peu la même idée. Il y avait un auteur, je me souviens plus, Saint-Exupéry. C'était Saint-Exupéry qui disait de faire super attention à la terre parce que de toute façon, on l'emprunte à nos enfants. Alors je trouvais ça vachement bien parce que quelque part, nous, la terre, on la reprend de nos ancêtres, de ce qu'ils nous ont laissé, hein, de la manière dont ils nous l'ont laissé et on va la laisser à nos enfants de la manière dont nous l'avons laissé, cette terre-là, cet environnement. Donc c'est peut-être important d'y faire attention, pas pour nous, mais pour les gens qui vont venir par la suite après nous. Ouh, c'était bien dit ça. Toujours classe. Technologie. Alors au Ghana, et plus particulièrement en fait à Kamasi, ça c'est la capitale culturelle de la région Ashanti, un fabricant de chaussures du nom de Richard Kwarteng et son frère Jude Osei ont inventé en fait un système d'évier portatif pour le lavage des mains. Alors c'est hyper bien ce qu'ils ont fait, c'est ultra imaginatif et créatif et surtout ça fonctionne. C'est ça qui est exceptionnel. Alors en fait ils ont eu l'idée de recycler des barils en métal. Donc il y en a plein dans ces régions-là. Ils utilisent beaucoup ça pour porter, pour acheminer pas mal de choses avec ces barils-là. Et en plus, il faut te dire aussi que le pays comme le Ghana, on n'est pas comme en Occident, c'est-à-dire que l'eau, c'est quand même quelque chose qui est, je dirais pas dire, oui, c'est quand même assez rare, mais c'est quelque chose voilà, de précieux. L'eau, hein, on fait attention, on ne gaspille pas. Donc, ce qui est intéressant avec cette invention-là, c'est que en fait, tu vas avoir donc ce baril en métal avec un évier construit à l'intérieur, et tout ça va être surmonté d'un panneau solaire
avec un système d'ordinateur. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, comment ça fonctionne? C'est que ton baril, il est rempli d'eau, évidemment, et le système de l'ordinateur fait en sorte que ton évier fonctionne avec un sensor. Donc tu n'as pas à toucher l'évier pour pas qu'il y ait la propagation des microbes. Tu mets tes mains, il y a une vidéo qu'il a fait sur internet que j'ai été voir, mais tu pourras aller la voir toi aussi si ça t'intéresse, c'est vachement bien, ça dure quelques secondes. Donc tu mets tes mains, ça dure une minute, tu mets tes mains en dessous du robinet, il y a un petit jet d'eau vraiment pas long qui tombe sur tes mains, mais en fait ce jet d'eau là est accompagné de savon. Tu peux ensuite laver tes mains sans qu'il y ait quoi que ce soit qui coule du robinet. Et en même temps que tu laves tes mains, tu as une alarme qui retentit en haut de l'ordinateur. Cette alarme-là dure pendant 25 secondes. Donc pendant 25 secondes, tu frottes tes mains, tu as du savon partout, tu as de l'eau savonneuse. Une fois les 25 secondes terminées, il y a un petit peu d'eau qui coule du robinet. Donc l'alarme se termine. Là, tu rinces tes mains. C'est juste le temps de rincer tes mains et c'est terminé. Pas de gaspillage d'eau, qui est remarquable. Aucune communication des microbes ou quoi que ce soit, et rapidité, efficacité. Tu peux amener ça du coup dans des villages reculés, tu as juste à remplir ton baril d'eau par moment, et tout est parfait quand il devient vide, et tout est parfait. Donc c'est une invention remarquable, je trouve. C'est une invention qui a été faite par ce monsieur-là, Richard, et son frère, en l'espace de pas moins de 5 jours. Donc c'est des gens qui sont hallucinants comment ils sont intelligents, quoi. Honnêtement. Ils ont créé ça à une vitesse hallucinante. C'est vachement bien leur invention. Bravo. Divertissement. Alors en avril, la fameuse émission Sesame Street, je ne sais pas si tu connais, en tout cas c'est quand même relativement populaire, l'émission de marionnettes, a collaboré avec CNN pour expliquer l'ABC en fait des consignes sanitaires durant l'épidémie qu'on connaît à l'heure actuelle. Le samedi 6 juin, une nouvelle collaboration a eu lieu entre Sesame Street et CNN. Une émission de 60 minutes qui s'appelait en fait, qui a été diffusée à 10h du matin et qui s'appelait Coming Together, Standing Up to Racism. Donc une émission, si je ne comprends pas l'anglais, qui était contre le racisme et d'expliquer c'est quoi le racisme et pourquoi il faut le combattre. Les marionnettes expliquent à l'intérieur de cette émission plus particulièrement, en plus de ce que je viens de dire, la diversité, la manière d'être empathique avec autrui et surtout compréhensif avec les autres. On retrouvait dans cette émission-là Big Bird qui co-présentait avec Van Jones et Erika Hill qui sont deux présentateurs vedettes de CNN. Il y avait notamment aussi Elmo, le fameux Elmo qui est très connu dans Sesame Street et Rosita entre autres. A noter aussi que dans Sesame Street, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Il faut quand même dire qu'ils avaient introduit en 2011 une nouvelle marionnette qui était atteinte d'anorexie pour essayer de sensibiliser les enfants et les jeunes plus particulièrement par rapport à ce problème, cette maladie-là. Et également, la même année, une autre marionnette qui était atteinte d'autisme. Donc même chose pour essayer d'expliquer un petit peu c'est quoi l'autisme et comment ça fonctionne. En 2009, une marionnette qui est toujours d'ailleurs dans l'émission avait été introduite et elle était affectée par le VIH. Donc c'était une manière d'expliquer que le VIH n'était plus une maladie dangereuse à l'heure actuelle, et plutôt une maladie chronique avec laquelle on vit, et donc d'un petit peu défaire tous les stigmates, les stéréotypes que peut comporter cette maladie dite chronique à l'heure actuelle. Donc vachement bien, Sesame Street, c'est une émission pour enfants, mais c'est une émission qui vraiment, socialement, décide de vraiment tenir leur cap et de diffuser comme ça des informations hyper importantes, je trouve, aux enfants. Donc vachement bien, j'appuie. Canada News, des nouvelles du Canada. Alors au niveau du Canada, en fait, il y a un gros problème de coyotes ici au Canada. Donc on va revenir sur la ville d'Ottawa, qui, si tu te souviens bien, dans le dernier journal des bonnes nouvelles, on avait un problème d'orignal. Bon, ben là, on a aussi un problème de coyotes. En fait, il y a une surpopulation de coyotes au Canada, au Québec, en Ontario, plus particulièrement. Et c'est considéré le coyote comme un animal quand même assez dangereux et surtout nuisible. Parce que le coyote, la plupart du temps, il faut te dire qu'il est atteint de la rage. Donc ça, c'est pas terrible. Il n'a pas peur, contrairement au loup par exemple, puisqu'il fait partie de la même famille. Contrairement au loup, il n'a pas peur de l'être humain. Le loup se tient quand même à distance des êtres humains et le loup vit en meute. Le coyote, lui, ne vit pas en meute, il est tout seul, mais il n'a pas peur des êtres humains et même il peut attaquer des animaux domestiques. Il est dans les fermes, naturellement, c'est un tueur de poules.
mais il peut aussi attaquer des enfants. Donc il est très nuisible comme animal. Pour revenir à l'historique, c'est un animal qui est en fait originaire des États-Unis. C'est un animal qui à la base vit dans le désert et plus particulièrement dans les régions du Texas. Mais aux États-Unis, c'est un animal, donc comme je le dis depuis tout à l'heure, nuisible, réputé nuisible. Il est chassé massivement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a même des récompenses qui sont données par les shérifs locaux. Si tu amènes un coyote, on te donne tant d'argent, quoi. Carrément au bureau de police hein, du coin. N'importe qui peut tuer des coyotes, il n'y a pas de souci. Les coyotes sont faits évidemment massivement chasser et ils ont naturellement, je te dirais quelque part, fui et immigré aux États-Unis, au Québec, pardon, au Québec et en Ontario, donc au Canada. Ils sont partis plus haut. Alors au Canada, tu vois tout de suite que c'est un climat qui n'est pas du tout le même qu'il peut y avoir au Texas. Au fur et à mesure, le Texas est quand même très au sud, donc au fur et à mesure, ils se sont fait chasser, ils ont remonté, et à l'heure actuelle, ils sont dans le Maine, la partie du Maine des États-Unis, le Québec et l'Ontario. Mais malheureusement, le coyote est un animal qui s'acclimate très très bien, peu importe les températures. Donc il est passé des températures quasi désertiques à des températures ultra froides, mais il n'y a aucun souci pour lui, il s'en fout complètement, ça va très bien. D'un point de vue personnel, je te dirais que moi j'en ai vu hein, d'ailleurs des coyotes. J'en ai vu vers l'Assomption, qui sont des régions comme ça où il y a des fermes un petit peu plus limitrophes par rapport à Montréal. L'année dernière, il y en a un qui avait été signalé au centre-ville de Montréal. Donc effectivement, il y a un souci. À Ottawa, ils ont un gros problème de surpopulation de coyotes. Donc ça rejoint ce que je disais, c'est que c'est quand même grave, surtout quand tu as des enfants, tu veux les laisser jouer à l'extérieur parce que tu as un gros terrain. Tu es quelqu'un qui a un gros terrain en face de chez toi, c'est possible. Mais là, si tu es tout le temps dans l'inquiétude parce qu'il y a ces animaux-là qui rôdent autour, c'est pas cool. Donc le ministère en fait le ministère des Ressources naturelles de l'Ontario a embauché comme ça des chasseurs professionnels, comme par exemple Gary Cooper qui a 77 ans, c'est un chasseur à la retraite, mais qui est plus spécialiste dans la chasse aux coyotes. Il a même un chien qui est dressé pour ça, qui chasse les coyotes. Et à l'heure actuelle, ces gars-là, ils font le tour de la ville. On parle de Ottawa quand même, c'est la capitale, c'est pas une petite ville. Hein. Bon, c'est sûr que c'est moins grand que Montréal, il y a moins de monde, mais ça reste quand même une grosse ville. Donc il fait le tour de la ville comme ça, et il s'amuse à chasser les coyotes. Et il dit que c'est fou comment il est occupé pendant l'année à faire ça, même s'il est à la retraite. Évidemment, il est payé pour ça quand même. Il fait partie, en fait, à l'heure actuelle, il en a parlé d'une douzaine de chasseurs à Ottawa et il tue chacun environ 20 coyotes par année. Donc ça représente un petit peu quand même quelque chose. Il ne tue pas tous les coyotes, hein. Il y en a encore pas mal en arrière. C'est juste les quelques coyotes qui passent au travers des mailles du filet. Ça donne une idée un petit peu du nombre de coyotes qu'il peut y avoir dans les environs. Donc la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a des gens comme Gary Cooper qui existent et qui peuvent nous protéger de cet animal-là, qui a l'air beau comme ça, mais qui malheureusement est dangereux, surtout pour les enfants. Science. Alors science, une grande percée, une grande avancée en fait dans le monde de la science pour réparer les oreilles qui sont déformées. Les oreilles dites en forme de chou-fleur, hein, tu connais ça un petit peu quand tu vois des rugbyman ou des boxeurs qui ont les oreilles toutes déformées à cause de leur sport. Donc il y aurait une technique qu'on aurait mis en place pour pouvoir en fait, il y a une technique qu'on va mettre en place pour pouvoir en fait réparer ces oreilles-là. Alors c'est encore sous forme de test à l'heure actuelle dans les laboratoires et plus précisément sur les souris, mais c'est quasiment terminé et on en vient au test sur l'être humain. Ce sont des chercheurs chinois, plus particulièrement en fait, appartenant à une université dans le Sichuan, qui ont construit, qui ont élaboré, qui ont inventé une machine, et plus particulièrement une imprimante capable d'imprimer du biologique en 3D. C'est quand même assez hallucinant. Alors, ce qu'ils sont capables de faire, grosso modo, c'est qu'ils vont imprimer une forme de cartilage à l'oreille, hein, une forme de cartilage qui n'était plus existante parce que complètement détruite, et ils vont laisser ça comme ça. Et en fait, le métabolisme, le corps humain est superment bien fait parce que lui-même, pendant quelques mois, il va reconnaître que c'est son cartilage, que ça appartient à un être humain, à son métabolisme à lui, au corps, et il va construire autour des réseaux sanguins, des muscles, et il va reconstruire comme ça des parties d'oreilles petit à petit, tout seul. C'est super remarquable ce qu'ils font. Évidemment, pour ça aussi, évidemment, je ne sais pas, c'est pas évident pour toi, mais ils n'utilisent pas non plus parce qu'il faut stimuler comme ça une fois qu'ils l'ont mis. C'est une sorte de puce qu'ils mettent à ton oreille et ils stimulent et qui va former du cartilage. On va utiliser des rayons infrarouges
comme ils ont dit, et pas ultraviolet, parce que ultraviolet c'est nocif en fait pour l'être humain, surtout à haute dose, contrairement à ce que pourrait dire Donald Trump qui a expliqué qu'il voulait mettre des ultraviolets à l'intérieur du corps. On ne reviendra pas sur ce gars-là. Donc c'est vraiment, voilà, comme ça, indolore. Ça te permet surtout, c'est pas invasif non plus comme procédé, ça te permet surtout de ne pas passer par la chirurgie. Donc c'est quelque chose qui se fait très rapidement. Tu poses cette sorte de puce sous-cutanée qui se transforme comme ça en cartilage, imprimé en cartilage. Tchac, tu rentres chez toi, tu attends un mois et tu as une partie d'oreille qui est reconstruite. Alors le professeur Malang Gu de l'université de Sichuan, qui fait partie de ceux qui ont créé ce principe-là, a dit, je le cite, que cette technique pourrait être utilisée pour reconstruire certaines autres parties du corps dans quelques années. C'est-à-dire que pour l'instant, ils se sont concentrés sur l'oreille, mais ce qu'ils voudraient, c'est pouvoir l'impliquer dans d'autres parties du corps, ce qui serait vraiment une très très bonne nouvelle. Vraiment une très bonne nouvelle. Si on peut impliquer ça d'une manière beaucoup plus importante. Là, c'est sûr que si l'oreille, c'est quand même très simple. Mais si on pourrait faire ça pour les gens qui sont amputés, par exemple, moi je pense à ça, ce serait génial. Ce serait juste génial. Là, on est dans le futur et on est dans la science-fiction, mais pourquoi pas. Et évidemment, il a dit ce que j'ai dit, que c'était une possibilité $1. Et surtout, ça donne une option, c'est là-dessus qu'il a insisté et que je trouve vachement bien, une option sans passer par la chirurgie reconstructive, qui peut être compliquée, qui peut donner des douleurs par la suite à la fin de la chirurgie pendant plusieurs mois. Là, non, c'est $1, c'est rapide, c'est efficace, ça se fait super bien. Ils ont fini les tests sur les souris et ils vont commencer les tests sur l'être humain. Donc, excellente nouvelle. Politique, on en vient en fait à carrément l'actualité avec Black Lives Matter et l'affaire de George Floyd. Par exemple, Black Lives Matter, quand même, c'est un mouvement qui existe depuis 2013. Il n'a pas été inventé ici à cause de l'affaire de George Floyd. C'est un mouvement qui existe justement par rapport aux affaires qui ont pu exister à travers le passé, comme George Floyd, à travers le monde, aussi, pas uniquement centré aux États-Unis. Donc, pendant l'actualité du moment qui se passe à l'heure actuelle au Texas, dans la petite ville de Killeen, deux personnes du nom de Richard Nix et Jonathan Hildner ont décidé, après une manifestation pacifique contre le racisme, d'aller protéger en fait le centre commercial de leur ville contre toute forme de vandalisme. Alors ils ont affirmé que le message n'était pas la violence, mais au contraire la richesse et la diversité, d'où le fait de vouloir aller protéger ce centre commercial. Ils ont été très vite rejoints par 75 personnes, et ces personnes-là se sont comme ça mis à toutes les portes d'entrée du centre commercial pour être sûr qu'il n'arrive rien. Il n'y a eu aucune violence, il n'y a eu aucune personne qui est venue essayer de vandaliser parce que leur seule présence en fait a été dissuasive. Ils ont été remerciés par la police du coin qui n'a pas eu à exercer du coup ce droit-là, et ce droit de présence, et à pouvoir aller ailleurs pendant ce temps-là, faire des choses peut-être qui sont un petit peu plus, dans les priorités du moment par rapport à la police, s'il fallait qu'ils interviennent à telle ou telle place, peu importe. Donc ça a été bien, et évidemment la propriétaire aussi du centre commercial les a remerciés, parce qu'elle avait très peur, et elle avait dû fermer les magasins, etc. etc. Donc c'était quand même une très très belle, je trouve, c'est vachement bien, un très beau comportement par rapport à ces gens-là. Alors Richard Nix a affirmé, je vais le citer, on voulait montrer à tout le monde que la ville de Killeen pouvait faire quelque chose de positif et non destructif. De laisser quelqu'un venir ruiner tous nos efforts aurait été contre-productif. Ils veulent absolument faire là-bas des manifestations qui sont ultra pacifiques. Tout ce qu'ils veulent, évidemment, c'est la philosophie qu'il y a en arrière de ces manifestations-là. C'est l'idée majeure qu'ils veulent prôner, et non des actes de violence, puisque ça, comme il l'a dit, ça serait contre-productif. On est contre la violence, on est contre le racisme, on est contre la violence. World News, nouvelle du monde. Alors, la Nouvelle-Zélande ne présente officiellement plus aucun cas du coronavirus, du Covid-19 sur son territoire. Alors ça, c'est incroyable. La première ministre qui s'appelle Jacinda Ardern, qui d'ailleurs, si tu ne le sais pas, mais moi je ne le savais pas, mais en Nouvelle-Zélande, elle est hyper appréciée par les Néo-Zélandais. C'est quelqu'un qui est ultra populaire, tout le monde l'adore. C'est une jeune première ministre et elle prend a priori de très bonnes décisions
à tout moment, je dirais. Donc elle a décidé de lever toutes les restrictions sanitaires en relation avec le coronavirus, c'est-à-dire qu'ils vivent exactement comme avant. La seule chose qu'il y a, c'est que les frontières restent fermées, il y a uniquement le transport des marchandises entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, mais pour le reste, c'est fermé hermétiquement. Jusqu'à maintenant, les chiffres donnés, 40 000 personnes testées, 12 jours sans aucune hospitalisation liée au coronavirus, 40 jours depuis la dernière transmission communautaire, 22 jours depuis que les dernières personnes qui s'étaient mis en autoconfinement dû au fait qu'ils avaient certains symptômes sont sorties de leur autoconfinement. Jacinda Ardern, je vais la citer, elle a dit « Nous nous sommes tous unis dans cette lutte contre le virus avec succès. » La vie là-bas a repris. Le 7 juin, en fait, de manière très symbolique, à minuit, ils ont sonné comme ça une alarme à travers toute la Nouvelle-Zélande, à travers toutes les villes, en disant que voilà, c'était terminé, que maintenant la vie reprenait comme avant. Donc les gens ont fêté en liesse, sont sortis dans la rue, ça a été une explosion comme ça festive. Là-bas, ils font beaucoup le sport qui est très populaire, c'est le rugby. Des matchs ont pu reprendre ouverts au public. Les gens sont ultra heureux. C'est le premier pays au monde à avoir complètement éradiqué le virus sur son territoire, sans aucune possibilité que le virus ne revienne, mis à part s'il revenait évidemment de l'étranger. Mais Jacinda l'a dit, les frontières sont fermées et elles ne sont pas prêtes d'être réouvertes, elle n'en veut pas du virus. Donc les Néo-Zélandais sont hyper contents. Bravo, la Nouvelle-Zélande, pour être revenu comme ça à la vie d'avant, sans aucun souci. Très belle politique par rapport au virus et aux restrictions sanitaires. Et surtout, je pense que c'est un peuple hallucinant parce qu'ils ont respecté de manière ultra disciplinée et on voit tout de suite le résultat. Et l'anecdote du jour, alors le savais-tu que en fait, le sérum de vérité, ça a été prouvé depuis à peu près une vingtaine d'années, n'existe pas. Hein. La plupart, ils essayent d'utiliser comme ça des formes de psychotropes, comme le Pentotal, c'est un psychotrope qui va forcer la personne à dire tout ce qu'elle pense. Mais malheureusement, tout ce qu'elle pense va être lié aussi bien à la réalité que l'imaginaire. Donc on ne peut pas se fier en fait au Pentotal par exemple pour dire ok ce sont des informations vraies parce que le cerveau ne fait pas la différence entre tout ce qui est créatif, imaginatif et réel quand cette personne-là est sous ce psychotrope-là, hein, sous l'emprise du psychotrope. Donc le sérum de vérité n'existe pas et néanmoins il est présent dans 3 pays, le Canada, la Russie et l'Inde, qui utilisent le sérum de vérité. Donc je sais pas c'est quoi qu'ils utilisent. Puisqu'il n'existe pas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est la fin de ce journal des bonnes nouvelles pour cette semaine. La semaine prochaine j'espère. J'essaye toujours d'en faire quand c'est possible. Pour l'instant j'ai réussi par semaine, donc on va essayer de continuer comme ça. Alors on laisse un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Des questions, des suggestions dans les commentaires. De ne pas oublier de t'abonner, comme ça c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Et puis le compte Instagram qui existe toujours. Et on se dit à la voyure. Ciao, bye.